Ainsi continua le long exode du peuple Clobidou, cherchant nuit après nuit un territoire suffisamment éloigné des hommes et susceptible de les accueillir. Des années passèrent. Les petits lutins avaient depuis longtemps perdu leur embonpoint et étaient en revanche devenus des marcheurs infatigables. À mesure que le temps passait, ils furent peu à peu capables de couvrir chaque nuit une distance de plus en plus grande, ce qui, ils n'en doutaient pas, les rapprochait sans cesse davantage de l'endroit où ils pourraient enfin s'installer. C'est ainsi qu'un matin, alors que l'aube se levait, ils aperçurent une immense étendue d'eau, très peu profonde, à en juger par la présence de toute une bande de grands oiseaux, haut perchés sur leurs pattes grêles et qui, apparemment, étaient si occupés à fouiller la vase à leurs pieds, la tête plongée dans l'eau, qu'ils n'avaient pas vu les Clobidous arriver. Ceux-ci décidèrent de camper dans les roseaux qui bordaient l'étang et qui étaient assez denses pour les dissimuler. Ils se reposèrent de leur longue marche toute la journée et toute la journée qui suivit. Les hiboux en profitèrent pour se reposer un peu eux aussi, après toutes ces nuits passées à repérer le chemin que pouvaient emprunter sans risque leurs amis Clobidous. Il se passa ainsi une semaine entière, avant que les hiboux se voient confier la mission d'explorer les environs et de répondre à cette question primordiale. L'endroit était-il suffisamment sûr pour pouvoir envisager de s'y installer pour de bon? Les longs vols de nuit des éclaireurs hiboux recommencèrent, mais cette fois ils survolèrent minutieusement tout le territoire alentour, en décrivant des cercles de plus en plus éloignés de l'étang et des roseaux. Quelques nuits plus tard, ils étaient enfin en mesure de rendre compte de leurs observations. Les prés qui s'étendaient à l'ouest du champ de roseaux étaient le territoire d'un clan de grands taureaux noirs, qui défiaient du regard tout intrus qui faisait mine de s'approcher de leur domaine. Leurs longues cornes effilées comme des poignards pointaient fièrement vers le ciel, décourageant un éventuel visiteur. De ce côté, il était donc permis de penser que le champ de roseaux était en sécurité, sous la surveillance des guetteurs d'une telle puissance. Au sud, toute une horde de chevaux blancs occupait le territoire bordant la mer, et passaient apparemment le plus clair de leur temps à se lancer dans des galops sans fin au bord de la plage, se défiant dans de joyeuses gerbes d'écume lorsque leur course les amenait à piétiner le bord de l'eau. Puis ils s'arrêtaient soudain et retournaient savourer l'herbe de la longue bande de prés qui bordait la plage. De ce côté-là aussi, il semblait bien qu'il n'y ait rien à craindre pour les Clobidous. L'étang bordait tout le côté est des roseaux, et les hiboux confirmèrent que c'était bien le territoire exclusif des flamants roses. C'est sous ce nom, en effet, que s'étaient présentés les grands oiseaux perchés sur leurs longues pattes grêles lorsque les hiboux avaient souhaité faire leur connaissance. Ils étaient d'un tempérament paisible, passant la plupart de leur temps les pieds dans l'eau, occupés à pêcher quelques menus poissons ou coquillages au fond de l'étang. D'un naturel craintif, ils s'envolaient tous, à grand bruit, lorsqu'il leur semblait détecter une quelconque menace pouvant les concerner. Et ce dernier trait de caractère en faisait des voisins particulièrement appréciables, car les Clobidous, s'ils s'installaient dans les roseaux, pourraient être sûrs d'être prévenus à la moindre tentative d'approche du côté de l'étang. Quand les hiboux eurent confirmé que du côté nord, les roseaux occupaient un territoire si étendu qu'ils n'en avaient pas encore trouvé les limites, après plusieurs semaines de vol de reconnaissance dans cette direction, le Conseil des Anciens décida que les Clobidous pouvaient s'installer dans ce nouveau territoire. Encore fallait-il obtenir l'accord des plus proches voisins, les Flamands roses. Une délégation de Clobidous leur fut donc envoyée, chargée d'obtenir l'autorisation pour le petit peuple de s'installer à demeure dans l'étendue de roseaux bordant l'étang, si toutefois cela était possible. Un pacte fut rapidement conclu entre les petits lutins
et les grands oiseaux. Moyennant l'autorisation permanente de séjourner dans les roseaux, les clobidous s'engagèrent à veiller sur la tranquillité des flamants roses en installant des guetteurs tout autour de l'étang. Ils seraient chargés de prévenir leurs hôtes au cas où un intrus s'approcherait et seraient jugés comme pouvant être dangereux pour la tranquillité de tous. Les grands oiseaux pourraient ainsi se consacrer entièrement à la pêche en toute quiétude. Et par la même occasion, la population clobidou, à l'abri des roseaux, serait infailliblement prévenue de toute menace, car par l'envol de la bande de flamants roses au moindre signal des guetteurs. C'est ainsi que le peuple clobidou put enfin commencer son installation dans ce qui allait devenir son nouvel habitat. Le soir même, le Conseil des Anciens annonça solennellement la fin du grand exode. Pour la circonstance, les clobidous organisèrent une grande fête, célébrant la nouvelle jusque très tard dans la nuit. Les flamants roses ne dormirent pas beaucoup cette fameuse nuit, mais compréhensifs, ils attendirent patiemment que l'aube se lève et que les clobidous partent se coucher pour pouvoir enfin s'endormir. Le lendemain, la pêche fut très maigre, car la plupart d'entre eux, en fait, dormaient debout au milieu de l'eau. Malgré la fatigue, ils étaient heureux, car ils savaient qu'ils avaient désormais des voisins avec lesquels ils pouvaient vivre en toute amitié. Il s'agissait maintenant, pour les clobidous, d'aménager leur nouvel habitat en le rendant le plus confortable possible. Et tout d'abord, il leur fallait construire des abris dignes de ce nom, capables de résister au vent et à la pluie d'hiver autant qu'au soleil l'été. Habitués à construire leur demeure dans les chênes de leur forêt natale, les clobidous entreprirent de réaliser le même type de construction au cœur des roseaux. C'est alors que leurs ennuis commencèrent. Le bois des chênes était d'une dureté à toute épreuve, et supportait sans faillir la charge des habitations que les petits lutins avaient coutume de construire entre les branches. Mais il en était tout autrement pour leur nouvel environnement. Au sein des roseaux, l'humidité était reine, et avec elle non seulement le sol, mais aussi tous les matériaux qu'il était possible d'utiliser étaient désespérément mous. À peine achevée, la première petite maison construite soigneusement en une journée de dur labeur se retrouva en une nuit enfoncée dans le sol jusqu'à mi-hauteur des fenêtres du premier étage. De même, les premiers meubles qu'avaient fabriqués leurs futurs occupants s'étaient tout aussi rapidement enlisés dans le sol. La table de cuisine s'était vite retrouvée à la hauteur d'une table basse de salon, et le buffet avait disparu aux trois quarts avec toute la vaisselle que ses propriétaires avaient commencé à y ranger. Pire, les clobidous s'aperçurent que s'ils restaient immobiles plus de quelques minutes, eux-mêmes s'enfonçaient irrémédiablement dans le sol, se retrouvant rapidement enlisés jusqu'aux genoux. Le Grand Conseil se réunit à nouveau et décida de consulter en grande hâte les flamants roses afin d'obtenir d'eux quelques conseils.